Alors, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, merci pour votre présence à cette conférence. Et avant de commencer, on va s'offrir un petit moment de confidence. Je dois vous avouer que lorsque j'ai choisi d'aborder ce sujet, c'était d'abord parce que, et oui, je suis faible, je suis sensible au prestige de l'uniforme. Je ne savais pas encore qu'il y avait tellement plus à découvrir sur les 100 gardes. J'espère donc qu'en repartant ce soir, vous vous direz comme moi que ces 100 gardes méritaient bien qu'on leur consacre un peu de temps. Les Parisiens qui ont vécu sous le Second Empire n'oublieront pas l'effet décoratif que produisaient les 100 gardes, soit lorsque sur leurs magnifiques chevaux noirs ou baies bruns, ils escortaient l'empereur, soit lorsque les soirs de grands bals aux Tuileries, ils apparaissaient immobiles comme des statues avec leurs casques et leurs cuirasses sur chaque marche de l'escalier d'honneur. Parler d'effets décoratifs comme le fait ici Arthur Léon Humbert de Saint-Amand ne rend guère hommage aux hommes qui, de 1854 à 1870, ont fait partie de cet escadron des 100 gardes et qui n'ont pas été que des potiches chinoises, pour reprendre la formulation de Stéphane Faudet, lorsqu'il s'attache à montrer plus largement que le faste de la cour impériale répondait à une stratégie de rayonnement international dont il a souligné par ailleurs l'efficacité. Le 24 mars 1854, Napoléon III rétablit par décret la garde impériale. Cette garde impériale, elle est directement placée sous l'autorité du grand maréchal du palais et également sous l'autorité du ministère de la guerre. Cette garde impériale, elle va rassembler, si je puis dire comme ça, 2 brigades d'infanterie. La première est composée de 2 régiments de grenadiers, la deuxième de 2 régiments de voltigeurs et d'un bataillon de chasseurs. Une brigade de cavalerie composée d'un régiment de cuirassiers, d'un régiment de guides, une brigade d'artillerie, un régiment à cheval déployant 5 batteries, et enfin un régiment de gendarmerie et une compagnie du génie. Bref, nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est que ce décret indique également la constitution d'un escadron de 100 gardes à cheval. Ces 100 gardes à cheval, ils vont être pour leur part sous l'autorité directe du ministère de la Maison de l'Empereur et un tout petit peu du ministère de la Guerre, uniquement pour ce qui va concerner les promotions militaires. L'article 4 du décret précise par ailleurs que dans les prises d'armes et dans les cérémonies, la garde aura la droite sur toutes les autres troupes, les 100 gardes exceptés, ce qui souligne la position imminente et même unique de cet escadron. La mission des 100 gardes, telle qu'elle est décrite dans le décret, consiste à assurer la garde de Sa Majesté l'Empereur et le service des palais impériaux. L'expression de cette mission, elle va être élargie au terme du décret du 29 février 1856, puisque désormais, l'escadron des 100 gardes à cheval est institué pour la garde de notre personne, dixit de l'empereur donc, de celle de l'impératrice et des enfants de France. Ce décret, il est publié dans le Moniteur universel 2 semaines avant la naissance du prince impérial, qui, rappelons-le, a lieu le 16 mars 1856. Ce qui frappe dès lors, dès qu'on se penche sur l'histoire de cet escadron, c'est de constater que la rumeur, les approximations semblent toujours avoir entouré cette troupe, alors parfois à son avantage. On va bien sûr revenir tout à l'heure sur le succès féminin qu'on prête aux 100 gardes, et oui, parfois sur un mode ironique, voire injuste. Sans prétendre avoir percé tous les mystères, nous nous attacherons ici à rétablir quelques vérités, ou du moins à mettre en lumière certaines inexactitudes. Pour cela, nous nous intéressons en premier lieu aux exigences du recrutement à l'échelle individuelle. Donc, est attendu de chaque garde d'avoir de la prestance et une tenue irréprochable, bref, d'être à la fois un soldat aguerri et un homme du monde. Puis nous observerons à l'échelle collective la façon dont l'escadron des 100 gardes participe au faste et au prestige de la cour impériale, souligné par plusieurs des grands de l'époque. Enfin, nous nous attacherons, derrière le côté clinquant et presque glamour, si vous me permettez l'expression, des 100 gardes, à mettre en évidence la dimension finalement très précaire de cette situation, une précarité qui, encore aujourd'hui, semble marquer l'escadron plus de 150 ans après sa dissolution.
Dans le texte du décret du 24 mars 1854 évoqué précédemment et qui rétablit la garde impériale et crée l'escadron des 100 gardes à cheval, tel qu'il est publié par le Moniteur universel, j'insiste, là, il n'y a pas de trace de l'obligation de mesurer plus d'1,70 m, ce qui est publié dans le Moniteur universel. Et ce 1,70 m, vous l'avez peut-être croisé au cours de vos lectures, ça apparaît souvent dans la littérature au sujet des 100 gardes. Ce critère de taille, il n'est d'ailleurs pas évoqué dans le livre publié en 1895 par le baron Albert Verly. Donc le baron Albert Verly, c'est l'un des fils de Jacques Albert Verly qui est officier de l'escadron des 100 gardes dès sa création et qui en assurera ensuite la direction du 7 janvier 1857 à sa dissolution en octobre 1870. En revanche, cette indication de taille, elle figure bien dans le texte du décret lui-même. Il est précisé également qu'il faut disposer de 3 ans d'ancienneté dans un corps de troupes à cheval. Il s'agit donc bien là de constituer un corps de cavalerie d'élite. Un second décret du 26 avril 1854, figurant également dans le Moniteur universel, précise la nomination des officiers dans l'escadron récemment créé. Alors ce décret, il va indiquer que le commandement est confié au lieutenant-colonel Jacques-Philippe Auguste Lepic, assisté du chef d'escadron Joseph Hildebert Amédée Laurent Desondes, du capitaine-major Pierre-Joseph Verrier et du capitaine-commandant Jacques-Albert Verly. À cela, on ajoute 2 lieutenants, 4 sous-lieutenants avec un aide vétérinaire et la liste des officiers est close. Dans le décret du 14 mars 1856, repris dans le Moniteur universel du lendemain, à l'article 3, il est précisé désormais que la taille minimum pour intégrer l'escadron des 100 gardes est de 1,78 m. Ce deuxième décret, il confirme également une disposition antérieure. Les simples gardes continueront de porter les insignes du grade de maréchal des logis, et par suite, ils ne seront pas tenus au salut envers les officiers de l'armée, mais ils auront le droit au salut des caporaux, brigadiers et soldats de ces mêmes corps. Là encore, le message est clair si on synthétise. L'appartenance à cet escadron s'accompagne de privilèges, c'est-à-dire qu'on a la préséance sur tous les autres corps lors des cérémonies, le droit au salut de la part des soldats ayant des grades supérieurs, et enfin, un argument de taille, une solde supérieure aux autres. Il faut attendre le décret du 17 mars 1858 pour trouver la version définitive qui prévaudra jusqu'à la dissolution de l'escadron. Dans son article 3, le décret stipule que, en effet, pour être admis dans les 100 gardes, il faut avoir au moins 2 ans de présence sous les drapeaux et encore au moins 3 ans de service à faire, avoir la taille d'1,8 mm et être d'une conduite éprouvée. Précisons d'ailleurs que de quelques régiments antérieurs qu'ils viennent, le nouveau 100 gardes était remis aux classes à pied et à cheval comme une simple recrue, et cela pendant au moins 6 mois minimum. À escadron d'élite, exigence maximale. 2 sources seulement parmi celles que nous avons réunies évoquent le plus grand des 100 gardes. L'une d'entre elles signale que le plus grand des 100 gardes connus mesurait 2,10 m. Une seconde, qui va s'appuyer sur un article d'histoire locale, parle de 2,12 m. Nul doute que l'homme, un vrai géant pour l'époque, dont la stature était encore accentuée par ce fameux casque à crinière que vous connaissez, ne devait guère passer inaperçu. Enfin, l'étude menée sur les registres des matricules indique que la taille moyenne des 100 gardes est de 1,84 m. L'uniforme des 100 gardes, il va faire l'objet d'une circulaire du maréchal Vaillant, donc maréchal Vaillant qui est le ministre de la guerre. Cette circulaire, elle date du 20 septembre 1854 et elle nous indique les différentes tenues qui vont composer l'escadron des 100 gardes. On a une grande tenue à cheval, forcément, une grande tenue de service à pied, une tenue de ville. Vous le savez peut-être, les trompettes vont disposer pour leur part d'une tenue spécifique. Et puis, il a même été envisagé pendant un temps, c'est cette image que vous voyez ici,
de doter spécifiquement l'escadron d'une cantinière. Sauf que c'est un petit escadron, on manque de finances, donc finalement, on abandonne l'idée alors que le costume a été créé. Ce costume de cantinière, pour la petite histoire, il va être porté uniquement une seule fois par la baronne Verly lors d'un bal costumé aux Tuileries. Alors, on va essayer de brasser forcément quelques tenues de nos sans-gardes. Commençons par la tenue de ville. Alors, vous voyez ici notre sans-garde en tenue de ville qui porte une tunique tombante, qui a... Bon, j'ai essayé de vous mettre les flèches. Je pense que du fin fond de la salle, c'est un peu dur à voir. Mais pour faire rapide sur cette tenue, on observe des aiguillettes et épaulettes pareilles à celles de la grande tenue, qu'on va voir ensuite. Un pantalon amarante à double bande bleue. Et enfin, une épée à coquille qui est marquée d'un N couronné et portée à droite et les seins suspendus à un ceinturon en cuir verni noir. On a bien sûr notre fameux chapeau à bicorne avec une ganse d'or à la suisse, torsade en or pour les officiers, hein, on surélève un peu les choses. Et puis normalement, sur chaque corne posée à plat, alors ici c'est pas vraiment visible, on a un gland or et soie rouge et ce sera tout en or pour les officiers. L'image qui vous parle le plus, peut-être, c'est cette grande tenue à pied. Donc, on va passer très vite dessus, puisque le but, ce n'est pas de vous assommer de détails sur les uniformes. Le 27 avril 1856, après 3 longues séances avec l'empereur, le capitaine Verly fait adopter une longue crinière blanche tombant sur les épaules. Le plumet rouge et bleu, il est remplacé et il devient rouge seulement. Alors pour la petite histoire, quand l'escadron parut pour la première fois à Saint-Cloud avec ces changements, avec cette magnifique crinière, vous vous doutez que l'effet est prodigieux. L'impératrice, elle se trouve à un des balcons du château. Elle ne peut s'empêcher de battre des mains en criant « Bravo, bravissimo ». Concernant l'armement, c'est là où ça mérite de s'attarder quelque peu. Au départ, nos sans-gardes sont équipés de mousquetons cavalerie à tabatière de type Arcelin. Et puis, ça va changer en 1856, puisque est adoptée la carabine Treuil de Beaulieu. Alors, cette carabine, elle a la particularité, c'est qu'on peut adopter un long sabre baïonnette à lame droite, ne portant pas de garde, et qui est agencé, formé avec la carabine, une longueur de 2,33 m. La portée de l'arme était de 1200 mètres. Elle se chargeait par la culasse et, petite indication supplémentaire, elle pesait plus de 3 kg. Ensuite, on a la tenue de trompette. La tunique écarlate, où on a aussi la jupe qui est doublée de bleu, ornée de brandebourgs d'or sur le plastron, couture galonnée d'or et des chevrons d'or en V sur les manches. On peut apercevoir aussi sur l'écusson les armes impériales qui sont brodées, entourées de feuilles de chêne et de lauriers brodés en soie verte, et sur une banderole l'inscription brodée en or, escadron des sans-gardes de l'empereur. Et puis, ce tableau que vous connaissez forcément, où on va essayer un peu de comprendre la grande tenue à cheval. Donc cette grande tenue à cheval, elle se compose pour les sous-officiers, brigadiers et gardes d'un casque en acier poli, avec une bombe sans crinière, un plumet rouge qui est monté sur une olive, une plaque en cuivre en forme triangulaire, avec dessus en relief un N, entouré de 2 branches de laurier et surmonté d'une couronne impériale. On a aussi cette fameuse cuirasse d'acier poli, donc une cuirasse qui est à gouttière et sommée de clous et de boutons de cuivre et qui pesait 6 kg. Très vite, elle va être abandonnée parce que vous vous doutez que ça pèse assez lourd, forcément. Ensuite, ce qui peut être intéressant et qu'on ne voit pas vraiment sur cette image, si en premier plan, c'est ces fameux gants à la Crispin. Donc ces gants qui sont en buffle blanchi, c'est des gants qui sont montants et qui recouvrent le poignet avec une manchette. Donc l'origine de ces gants, ça viendrait potentiellement d'un valet de la Commedia dell'arte qui interprétait un rôle. Et on aurait récupéré ça.
la culotte est en peau de daim, et puis les bottes fortes dont la tige dépasse le genou ne laissent des plis vers les chevilles. Elles étaient garnies d'éperons dites à la chevalière en acier poli. Ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer les chevaux. L'ensemble était noir ou brun-bré pour tout l'escadron, avec une petite particularité notamment. Donc là, on voit que le tableau ne décrit pas la réalité, puisque normalement, le trompette, son cheval, est gris. Pour les chevaux, ils devaient être âgés entre 3 et 4 ans et mesurer au minimum 1,68 m au garrot. Sur la pointe des housses, normalement, on peut percevoir un N qui est couronné et brodé en or. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des instructions précises qui sont données quant à la façon dont l'uniforme doit être apporté, notamment le casque. Alors ce casque, il doit être placé de manière que la pointe de la visière corresponde à la ligne du nez. Il doit être placé droit, sans incliner ni à droite ni à gauche. Il doit y avoir 2 doigts entre le haut de l'oreille et la boucle du casque, de manière à grandir l'homme, forcément. Les mentonnières doivent être placées en arrière des joues et assez serrées, surtout pour que le sans-garde ne bâille pas. Le turban devra être placé de manière à ce qu'il touche presque les sourcils. La question de l'uniforme, c'est un point sensible concernant l'histoire des sans-gardes. Et j'en ai là un très bon exemple. C'est la critique faite par Albert Verly envers Émile Zola, qui, dans un épisode de Nana, Émile Zola va commettre 3 erreurs au sujet du sans-garde. Dans une scène de pesage à Longchamp, un sans-garde ferait la police dans la foule. Il serait vêtu d'une tunique gros bleu et d'un pantalon rouge à bandes bleues. Sauf que, selon Albert Verly, les sans-gardes ne faisaient jamais la police de la foule, n'escortant et ne gardant le souverain. Ils sont là, pour escorter, pour garder le souverain. Lorsqu'ils accompagnaient l'empereur à Longchamp, ils étaient systématiquement à cheval et donc en grande tenue, c'est-à-dire culotte, boste et cuirasse. Mais si l'on met à part ces sensibilités exacerbées, force est de reconnaître qu'entre ironie et jalousie, du fait de leur prestance et de leur uniforme, on prête aux sans-gardes de nombreux succès auprès de la gente féminine. C'est ce que sous-entend Auguste Cressel dans un sonnet intitulé « Le coq », lorsqu'il écrit « Ainsi l'on voit, dit-on, maintes dames du monde supporter gros jurons et bruyantes facondes pour l'amour d'un sans-garde ou d'un tambour-major ». On pensera ce que l'on veut du parallèle entre les cavaliers et l'animal, décrit comme dédaigneux et fier surtout, crête rouge, œil brillant, plumage vernissé, l'éperon haut et le corps droit et l'air militaire. Le comte de Mauny, dans Le Monde sous le Second Empire, ne décrit pas autre chose lorsqu'il évoque l'une des cocottes de l'époque, Julia Barucci. Ce qui a surtout le don de l'attirer et de la charmer, la bonne Julia, c'est le pantalon rouge porté, il est vrai, par la fine fleur des élégants et des jeunes gens qui s'arrachent les beautés faciles de tous les mondes. Depuis les étincelants guides de la garde qui ouvrent la marche jusqu'aux magnifiques sans-gardes qui la ferment, en passant par les coquets lanciers, tout ce qu'il y a d'officiers remarqués et lancés, tout ce qui mène la grande vie et courtise les belles, a défilé dans son boudoir et filé à ses pieds comme Hercule au pied d'Omphale. En un mot, il faut que chez les sans-gardes, la tenue soit toujours irréprochable et que tout soit bien, comme c'est la consigne donnée par le chef de corps, Jacques-Albert Verly. Et en effet, c'est ainsi qu'ils sont vus, évoquant le service à l'intérieur des palais impériaux. Le fils de ce dernier précise que le service est fort pénible. Lorsqu'un garde était en faction, par période de 2 heures, la consigne était de saluer le passage de l'empereur, c'est-à-dire saisir rapidement l'arme de la main droite par la poignée du sabre baïonnette emmanché au canon, étendre le bras de toute sa longueur horizontalement, et alors ils frappaient la crosse à terre avant de reprendre leur position d'immobilité. Ils devaient également rendre les honneurs aux souverains étrangers, aux princes de la famille impériale, sauf que là, la crosse n'était pas frappée à terre. Toute autre personne ne pouvait prétendre à quelque marque de respect que ce soit. Cela va donner lieu, on l'imagine, à plusieurs anecdotes. La première de ces anecdotes, c'est celle que raconte Madame Henri Carrette. Elle relate ainsi un tour que fit le prince impérial
un jour où il avait reçu une boîte de dragées à l'occasion d'un baptême. Passant près du sans-garde qui était posté à sa porte, une idée bizarre, une idée d'enfant, on va dire, lui traverse l'esprit et il vida toute la boîte de dragées dans la botte du sans-garde. Le sans-garde, lui, il reste immobile au port d'armes en recevant cette avalanche de douceur. Cette immobilité, elle ne frappe pas uniquement les enfants, puisque l'impératrice elle-même, accompagnée de Verly, interroge ce dernier sur leur immobilité qu'elle va comparer à un trompe-l'œil, en émettant l'idée qu'il ne suffirait d'un rien à les en détourner. Aussitôt, celui-ci l'invita à s'en assurer auprès d'un sans-garde en faction. L'impératrice adresse alors au sans-garde un violent reproche, puis celui-ci ne bronche pas. L'impératrice décide de lui donner un retentissant soufflet, sans provoquer aucune réaction du sans-garde. De retour dans ses appartements, elle est consciente de la gratuité de sa conduite et l'impératrice va s'enquérir du nom du factionnaire et le lendemain, elle va lui faire porter un billet de 500 francs. Celui-ci va refuser la somme. Il la fait remettre à l'impératrice et par la voie hiérarchique, il donne comme réponse qu'il s'estimait trop heureux d'avoir reçu sur le visage la main de sa bienheureuse souveraine. C'est ça. Un dernier cas aurait pu plus mal tourner, c'est celui du maréchal de Castellane. Maréchal de Castellane, qui est le gouverneur militaire de la ville de Lyon. Il vient aux Tuileries. Le sans-garde présent va conserver une immobilité parfaite. Le maréchal est habitué à ce qu'on lui rende les honneurs. Il va reprocher aux factionnaires son manquement et exige que les honneurs lui soient rendus, ce qui laisse le garde parfaitement impassible. Furieux, Castellane fait appeler le capitaine Verly pour exiger une lourde plainte à l'égard du récalcitrant. Alors même les explications du capitaine Verly ne suffisent pas, puisqu'il a fallu l'intervention de l'empereur pour calmer le courroux de l'irascible maréchal. Signalons enfin que l'une des exigences lorsqu'un sans-garde était chargé d'assurer l'une de ses factions consiste à effectuer sa toilette avec propreté et une minutie inouïe. Il en allait à la fois de sa dignité personnelle et de celle de l'escadron. Albert Verly va l'expliquer dans son livre en ces termes, avec une certaine délicatesse. Qu'il arriva à un sans-garde de service un accident quelconque, une syncope provoquée par la chaleur, si besoin était qu'on le dévêtît, il n'avait pas à craindre que ceux qui lui donnaient des soins fussent choqués par la vue de son corps mal entretenu. La toilette préalable à la prise d'armes était complète, du sommet de la tête jusqu'aux extrémités. Le lecteur nous comprendra sans peine. On retrouve dans les notes figurant dans le registre des décisions ce souci du détail et de la bonne conduite. À la date du 24 avril 1856, après qu'un garde se soit rendu coupable d'avoir sali son uniforme et fait du scandale alors qu'il était en état d'ivresse, le corps porte plainte contre ce sous-officier qui n'a pas compris que sa tenue et sa conduite et la conduite d'un sans-garde doivent en toutes circonstances commander le respect et la considération. Le 30 mai 1856, 2 sous-officiers sont consignés 8 jours, simplement pour avoir été vus en tenue de sans-garde et se promenant avec des femmes. Le capitaine regrette que des sous-officiers se mettent encore dans le cas de se faire punir pour des infractions aux ordres donnés. Certains auteurs semblent considérer que Napoléon III a d'abord et avant tout cherché à imiter son oncle et que notamment le rétablissement de la garde impériale visait à retrouver le faste du Premier Empire. L'exemple des sans-gardes paraît pourtant proposer une autre façon de voir les choses. Là où Napoléon Ier a fait de la vieille garde une troupe prioritairement combattante, Napoléon III a voulu que le corps d'élite des sans-gardes soit avant tout une garde personnelle pour lui et sa famille. De ce point de vue, le nom est déjà éclairant. La référence au sang suisse est évidente. Or, les sangs suisses sont constitués, vous le savez, la garde personnelle du roi de France de 1471 à 1830, à l'exception de la période allant de 1792 à 1814.
De plus, l'inspiration britannique des Life Guards, donc qui est le régiment le plus ancien de l'armée britannique et qui est là pour protéger le roi ou la reine, est celui des Blues and Royals, régiment de cavalerie, second régiment le plus ancien de l'armée britannique, que l'empereur a pu observer pendant son exil en Angleterre, est également flagrante. Elle est soulignée par Arthur Léon Humbert de Saint-Amand lorsqu'il relate la visite de la reine d'Angleterre en 1855 au château de Saint-Cloud. Le cortège fait son entrée dans le palais. On gravit l'escalier sur les marches duquel se tiennent debout comme des cariatides les 100 gardes, dont le superbe aspect rappelle à la reine Victoria son régiment préféré, les Life Guards. L'ambition affichée de constituer un corps d'élite de cavalerie, l'équitation est donc tout naturellement au cœur de la vie de l'escadron. Le premier chef de corps, le vicomte Jacques-Félix Auguste Lapique, est un cavalier émérite qui est sorti de Saint-Cyr et de Saumur. Quant à Jacques-Albert Verly, lui aussi est passé par Saumur et est un fanatique du cheval. Il veillait scrupuleusement aux exercices d'équitation, soucieux que les grandes traditions hippiques de Saumur soient préservées. Il est secondé par un autre cavalier hors pair, le capitaine Chour, qui faisait faire tous les matins une reprise au manège aux sous-officiers et aux gardes. Et il était arrivé à leur faire exécuter tous les mouvements sans bride. À l'issue de la séance du manège, il emmenait alors le peloton au bois de Boulogne, la consigne étant alors, au fur et à mesure des changements d'allure, de maintenir, quoi qu'il en soit, un écart de 20 mètres entre les cavaliers. La préoccupation du chef de corps s'étend également au choix des chevaux de l'escadron, vous en doutez. Chaque année, il va se rendre en personne à Caen, chez plusieurs éleveurs de sa connaissance. On a André, on a Marguerin, on a Marion, on a l'Endormi. Et enfin, il assure la remonte. Ce souci du détail et de l'excellence se traduit par des instructions qui appellent à une tenue irréprochable, notamment à cheval. Ainsi, le 6 mai 1857, une note précise que le commandement espère que les sous-officiers et gardes auront à cœur de paraître toujours en public dans une tenue éclatante de propreté et de fraîcheur. Il renouvelle ses recommandations sur la fixité que les gardes doivent conserver à cheval. Ils ne peuvent être bien qu'avec une apparence de calme et de froideur. Messieurs les officiers de peloton surveilleront les hommes placés devant eux, indépendamment des hommes de leur peloton. Toute faute remarquée doit être rectifiée par le supérieur qui s'en aperçoit. Quelle qu'en soit la fonction à laquelle il appartient, nous devons tous concourir au même but, atteindre le plus haut degré de perfection possible. Une autre discipline de prestige est au menu des séances d'exercice des 100 gardes, c'est l'escrime. Le 23 mars 1857 est annoncée une séance d'entraînement au combat à pied qui rassemblera tout l'escadron et se déroulera par peloton. La note précise que le capitaine commandant prendra des notes des gardes qui auront oublié l'escrime à la baïonnette pour les mettre à cette instruction. Lors de son installation définitive, l'escadron va disposer d'une salle d'armes et bénéficie de services de 2 illustres maîtres, Grisier et Ponce, tous deux maîtres d'armes de la maison de l'empereur. Chaque garde était tenu de prendre 3 séances minimum par semaine. Mais l'importance accordée à l'escrime est peut-être encore mieux mise en lumière par la circulaire du maréchal Vaillant, donc je le rappelle, ministre de la Guerre, qui est datée du 29 février 1856. En effet, cette dernière, elle va spécifier que le maître d'escrime reçoit sur les fonds du corps une indemnité annuelle de 9 000 francs. S'il est difficile de savoir ce que ça représente dans l'absolu, il y a au décret le tableau, il est indexé au décret, le tableau indiquant les soldes des membres de l'escadron depuis les trompettes jusqu'au lieutenant-colonel. On peut y constater que la solde du lieutenant-colonel s'établit à 10 000 francs par an, celle du chef d'escadron, deuxième officier du corps, à 8 000 francs par an. Autrement dit, l'indemnité annuelle du maître d'escrime le place directement entre le lieutenant-colonel et son premier adjoint.
Inutile de revenir sur la présence des sans-gardes lors des fêtes, des bals, des galas, qui constituent autant de moments où la cour impériale déploie tous ses fastes. Nous avons évoqué leur présence lors de la visite de la reine Victoria à Saint-Cloud. On peut également signaler leur présence lors de la venue du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel de Savoie, en novembre 1855. Comme on peut l'observer pour plusieurs corps d'élite de cavalerie, et encore aujourd'hui, la maîtrise équestre de l'escadron des Sans-Gardes leur a permis de prendre part à des carrousels. Le plus brillant fut donné au printemps 1870 à l'occasion d'un concours hippique qui se tenait au Palais de l'Industrie. Alors durant ce carrousel, on va faire des entrées, des saluts, des figures variées, notamment celle où il faut changer de main et qui va donner au cheval une progression en diagonale. Pour mémoire, je vous rappelle que ce fameux palais de l'Industrie, il est construit pour l'exposition universelle de 1855 et il était destiné à devenir un lieu d'exposition pérenne au cœur de Paris. S'y sont tenues un certain nombre d'expositions agricoles et horticoles, des concours hippiques, diverses fêtes et des cérémonies publiques. Il est finalement détruit pour préparer l'exposition universelle de 1900, à l'occasion de laquelle sont construites en ces lieux et places le Grand et le Petit Palais. Les hôtes de marque étrangers n'oublient pas de signaler le faste de la garde de la famille impériale et les femmes leur font les yeux doux. Et jusqu'au fin fond de la province, ils sont une distraction quand il faut venir contempler si l'on vient à la capitale, ou bien ils seront le clou du spectacle lors des déplacements de l'empereur. On va prendre un seul exemple, c'est celui que décrit la comtesse Mirabeau dans une historiette intitulée « Le voyage de mon voisin ». Elle met en effet en scène Aménaïde Cavalier, une femme qui est acariâtre, jalouse, envieuse et fantasque. Elle est la femme de ce fameux voisin qui est un médecin de la campagne normande. Et l'auteur nous présente Madame Cavalier, qui n'est plus jeune et qui se venge de ne jamais avoir été jolie en faisant une guerre acharnée à tout ce qui est beau et bon. Elle tient le spectre du logis et gouverne despotiquement tout ce qui l'entoure. Son débonnaire mari courbe la tête sous ses ordonnances. Et dès le début de leur voyage, pour échapper potentiellement un moment à son épouse, le médecin veut visiter Paris. Sauf que l'épouse n'est pas décidée à le laisser seul. La mégère va mener la vie dure à tous durant le voyage. Elle est mal élevée, en colère contre le monde entier. Et une fois arrivée à Paris, elle trouve que la rue de Rivoli est trop longue, trop irrégulière. Elle n'est battue que d'un seul côté, que le palais des Tuileries lui est en fumée, les murs sont sombres, il devrait être badigeonné. Une seule chose va exciter son admiration, c'est un sans-garde. Elle avait envie de descendre de l'omnibus pour l'examiner de plus près, mais son mari lui promit de ne pas s'inquiéter. On va en voir d'autres, absolument semblables à celui-ci, et il lui assure même que c'était une de ces curiosités qu'on peut voir à Paris, et le tout sans rien payer. Ainsi, même avec toute la mauvaise volonté du monde, avec l'absence de goût de la provinciale la plus revêche, il est impossible de ne pas admirer le spectacle de cette troupe d'élite. Si l'on s'en tient à ce qu'on peut lire un peu partout, l'escadron des Sans-Gardes à cheval n'a eu que 2 commandants. Donc le vicomte Jacques-Félix Auguste Lepic et le baron Jacques-Albert Verly. Mais la situation, lorsqu'on gratte un petit peu, elle est bien plus complexe que cela. En premier, il y a les certitudes. C'est-à-dire que le premier commandant nommé, nous l'avons vu par le décret du 26 avril 1854, c'est bien le vicomte Lepic. Il était précédemment lieutenant-colonel au 4e régiment des chasseurs et le décret du 24 mars prévoyait bien que l'escadron des Sans-Gardes soit commandé par un lieutenant-colonel. Mais sa nomination au grade de colonel en 1856 le contraint à rejoindre un autre régiment parce que son grade ne correspond plus aux exigences fixées pour le poste de commandement des Sans-Gardes. Il semble d'ailleurs qu'il ait très mal vécu cette mutation au 2e régiment de chasseurs à cheval, basé à Metz. Il va le vivre comme une disgrâce. Thierry, ne soyez pas vexés. Mais c'est là où les choses semblent se compliquer. On trouve parfois pour la date de cette nomination, le 20 février 1856,
et parfois celle du 4 mars 1856. Et surtout, on trouve que la date pour la prise de commandement de Jacques-Albert Verly est le 7 janvier 1857 ou parfois le 21 janvier 1857. Alors que se passe-t-il entre le 4 mars 1856 et le 7 janvier 1857 ? C'est une période un peu trouble, puisqu'apparemment, on n'est pas certain, même si on essaye de croiser les sources, mais il semblerait que ce soit Joseph Hildebert Amédée Laurent des Ondes, donc jusque-là qui est chef d'escadron au 100 garde, qui aurait commandé le corps. Mais c'est très trouble. La situation, elle semble plus claire lorsqu'il a été question pour Jacques-Albert Verly d'accéder au grade de colonel. En effet, ayant accédé au grade de lieutenant-colonel au terme du décret du 31 octobre 1859, il était à craindre, ou pour certains prétendants à espérer, qu'il soit nommé colonel, comme cela avait été le cas pour le pic, contraint de quitter les 100 gardes. Le 17 janvier 1864, le lieutenant-colonel écrit à sa femme que le bruit de sa nomination court depuis plus d'1 mois. Les demandes pour me remplacer pleuvent de tous les côtés. Chaque dimanche après la messe, l'empereur est assailli de postulants. D'autres solliciteurs préféraient, semble-t-il, passer par l'impératrice, prenant parfois la forme de véritables intrigues de cour. Le 17 février 1864, dans une nouvelle lettre à son épouse, il poursuit « Le prince de Beaufremont aurait l'appui de l'impératrice, alors que l'empereur lui a fait dire qu'il ne pensait pas à me faire quitter les 100 gardes. Le 5 mars suivant, le provisoire semble devoir se poursuivre. Il ne sera pas colonel tout de suite, il reste aux 100 gardes, mais les informations dont il dispose sont bonnes. Certains auraient intrigué pour rappeler que la place d'un colonel est plutôt à la tête d'un régiment. Donc quand il sera nommé colonel, Verly quittera donc l'escadron des 100 gardes. Dans sa lettre du 13 août, Verly indique à sa femme qu'il ne figure toujours pas dans les nominations, malheureusement. Et puis le 16 août, il peut enfin tout dire, plus raison de se cacher. Si je t'ai dit l'autre jour d'être complètement rassuré par ma position et de dormir sur tes 2 oreilles, c'est que j'avais mes raisons, seulement le secret m'était imposé. Aujourd'hui, je n'ai plus de motif pour me taire. Je te dirai donc qu'hier, 15 août, nous avons été réunis aux Tuileries pour présenter nos hommages à l'empereur. Il passa comme d'habitude devant toute sa maison. Quand il vint aux 100 gardes, il me tendit la main et me dit devant tout le monde « Je ne vous ai pas nommé cette fois-ci, mais quand je vous nommerai colonel, je ferai tout pour vous garder près de moi. » Finalement, il est nommé colonel et maintenu à la tête des 100 gardes. Certaines sources vont donner la date de sa nomination le 26 octobre 1864 et d'autres celle du 31 décembre 1864. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer assez tranquillement que l'année est la bonne. Donc lui, c'est le seul qui est nommé colonel et qui reste à la tête de l'escadron des 100 gardes jusqu'à la fin. Diverses tentatives ont été faites pour évaluer le coût annuel de cet escadron de prestige, donnant des résultats dont la variabilité souligne l'imprécision. On va de 300 à 400 000 francs, donc ça c'est le chiffre qui est avancé par le duc de Congegliano, et de 1 500 000 francs d'après Henri Guillaumeau, donc du simple au quintuple. Il y a vraiment matière à discussion, on va s'y attarder un peu. Mais là où le duc semble évoquer uniquement l'entretien, certaines des évaluations semblent intégrer également le coût du casernement. Certains éléments donnent à penser que le début de la fourchette est un peu sous-estimé. En effet, le paragraphe dans lequel il parle de 300 à 400 000 francs, le duc précise que le coût annuel de la loge de l'empereur à l'opéra se monte à 100 000 francs. Donc, si on fait le calcul, pour le prix de 3 à 4 loges, on entretiendrait à peu près 150 hommes d'un escadron de prestige. Là, on peut avoir quelques doutes. L'évaluation la plus stable, la plus fiable, se situe sans surprise entre les deux, et c'est Jules Clarty qui, dans le budget de la maison de l'empereur, pour l'année 1870, fait état de dépenses pour l'escadron s'élevant à 697 617 francs.
personnel et matériel compris. Un deuxième élément qui amène à remettre en question cette évaluation basse se trouve dans le décret impérial du 13 mai 1854 qui stipule que l'escadron des 100 gardes dépend, je vous l'ai dit, du ministère de la Maison de l'Empereur, qui a dans ses attributions toutes les dépenses relatives à l'escadron, mais dans son article 2, eh bien, on précise que la part contributive du département de la guerre dans les dépenses de ce corps de cavalerie est fixée pour la première année, donc en 1854, à 400 000 francs et pour les autres années à 500 000 francs. Il paraît assez probable, je pense que vous serez d'accord avec moi, que la part contributive du département de la guerre soit supérieure au montant réel des dépenses engagées. Et pourtant, malgré le faste déployé, malgré la volonté de faire de ce régiment d'élite un joyau du Second Empire, cela n'a pas empêché que les conditions matérielles faites de ces hommes s'avèrent souvent précaires. Le premier casernement de l'escadron est à Versailles, aux Grandes Écuries. Quelques mois plus tard, l'escadron est transféré à Paris. Il est installé au Louvre, en face du pont des Saints-Pères, avant d'être à nouveau déplacé pour occuper provisoirement l'hôtel de Pantémon. Il faut attendre encore un peu, l'année 1856, pour qu'il soit installé définitivement au 37 de la rue de Bellechasse. Mais c'est là où on peut avoir un doute sur la précision de ces informations et que les archives se contredisent, puisque le 37 de la rue de Bellechasse est l'ancienne abbaye de Pantémon. Donc, dont vous avez un côté qui donne sur la rue de Grenelle. Il semble donc que ces deux dernières affectations soient en réalité un seul et même lieu. Quoi qu'il en soit, le lieu est décrit ainsi. Après avoir passé la grille d'entrée, on trouvait à gauche le corps de garde, attenant au poste de garde un parloir où l'on faisait attendre les personnes qui demandaient un officier. Les gardes recevaient leurs visiteurs dans cette salle, et en face du corps de garde et à la droite de la grille d'entrée, la salle d'armes. L'aile droite du bâtiment est affectée au logement des officiers, aux messes, aux magasins, salles de rapport et chambres de discipline. L'aile gauche de l'hôtel est réservée aux sous-officiers, brigadiers et gardes. Au rez-de-chaussée, sur tout le pourtour des bâtiments, se trouvaient les remises, les selleries, les forges, l'infirmerie des chevaux et surtout les écuries. Lorsque le service se déroulait dans l'un des palais impériaux, des modalités spécifiques étaient mises en place, vous vous en doutez, prenons quelques exemples. À Saint-Cloud, 2 pelotons de 100 gardes étaient installés dans le quartier de Sèvres, juste de l'autre côté du parc de Saint-Cloud. Ils disposaient là d'un grand bâtiment entouré d'une grande cour. Lorsque la cour était à Fontainebleau ou à Compiègne, un détachement d'un seul peloton était là pour assurer le service de l'empereur. L'officier qui le commandait était logé pour sa part au palais et les gardes étaient casernés à proximité du château. Dans les 3 cas, lorsqu'on lit les mémoires, on se rend compte que le service était moins pénible dans les résidences impériales qu'à Paris. L'escadron a également été amené à plusieurs reprises à se rendre au camp de Châlons, donc vitrine de l'armée impériale. Il s'agit d'une sorte de site d'entraînement militaire, mais également d'un espace d'expérimentation des techniques militaires, s'étalant sur plus de 10 000 hectares, créé par Napoléon III en 1856. Enfin, le reste du temps, l'escadron accompagnait l'empereur et la famille impériale dans ses déplacements, l'organisation différant naturellement, vous vous en doutez, à chaque fois en fonction du lieu, des voies d'accès, des infrastructures disponibles. La caserne de la rue de Bellechasse, elle est bien située et en bon état. Mais cependant, elle est un peu petite. Des travaux vont être effectués de façon à transformer 2 pièces en écurie afin de pouvoir loger l'ensemble des chevaux de l'escadron. Mais faute d'espace, il n'est pas possible d'installer un manège. Dans un premier temps, les exercices ont lieu soit en extérieur, soit au palais de l'Industrie nouvellement construit. Mais ce lieu dont nous avons parlé précédemment est construit pour accueillir diverses expositions et manifestations, ce qui complique singulièrement les choses. L'insatisfaction est réciproque et l'escadron n'a rapidement plus accès à cet espace. Le manège du Champ de Mars va accueillir un temps l'escadron, mais là non plus, il n'est pas toujours disponible. Alors on va proposer une solution en 1864, c'est d'occuper
l'ancienne église donc à Pantémon, l'ancienne église de l'Abbatiale qui servait de bureau. L'idée n'a pas de suite, il n'y a même pas de premières études de faisabilité qui sont réalisées. En 1866, l'escadron est à nouveau autorisé à occuper les équipements du palais de l'Industrie, amenant finalement à des travaux en 1868 qui permettent d'installer un manège public pour l'hiver, alors qu'un petit manège est spécifiquement réservé aux 100 gardes. Mais là, personne ne le sait encore, l'escadron va pouvoir profiter seulement 2 ans de ce petit manège. Pour des raisons évidentes, le fait d'être né de la volonté de l'empereur est un avantage tant que celui-ci est aux affaires. Mais ça devient vite un risque potentiel dès lors que sa place est contestée. Et c'est ce qu'expérimente le colonel Verly à l'effondrement de l'Empire à la suite de la défaite de Sedan. Il est fait prisonnier et l'escadron donc des 100 gardes a été supprimé le 1er octobre 1870. Les hommes de l'escadron des 100 gardes sont versés au 2e cuirassé de marche et Verly, il est remis à la retraite d'office au terme du décret du 24 décembre 1870. Il va protester aussitôt en arguant du fait qu'un officier n'est en général écarté que s'il souffre d'une infirmité, d'une incapacité, d'une inconduite ou d'indiscipline. De plus, argumente-t-il, la loi sauvegarde la position d'un officier en captivité, ce qui était son cas au moment du décret. Sauf que le ministre de la Guerre, le commandant de la place de Paris, le colonel-major de la place font la sourde oreille, ne lui répondent pas et finalement vont lui dire que la date du 24 décembre, ce n'est pas la publication du décret, c'est juste la notification à laquelle vous avez eu la décision, parce qu'en fait le décret il date du 18 octobre. Avec une justification qui, avec le recul, paraît un peu piteuse et surtout peu respectueuse de la carrière de Verly. De là à considérer que l'on fait payer en quelque sorte à l'escadron d'avoir été une troupe d'élite qui bénéficiait du fait de la faveur de l'empereur, davantage considérée comme injustifiée, il n'y a qu'un pas. Alors encore aujourd'hui, on se rend compte que les 100 gardes ont une image brouillée et qui intéresse peu les historiens. Pendant toute la vie de l'escadron, on l'a vu, il semble y avoir eu une tension entre admiration teintée de jalousie. On adore les détester autant que les applaudir. Et d'une certaine façon, cette situation semble perdurer plus de 150 ans après la dissolution du corps. Vous allez voir que ce paradoxe, il persiste et qu'il y a des symboles qui sont très forts. Première chose qui va parler à certains d'entre vous, c'est lorsque vous recherchez dans Google Scholar 100 gardes, pour avoir une idée dont les historiens se sont emparés du sujet des 100 gardes, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le moteur de recherche spécialisé dans les documents académiques annonce d'avoir identifié 1610 résultats. Bon, très bien, j'ai fait la même chose avec 100 Suisse, qui pour sa part nous sort 1750 résultats, une situation qui paraît donc au premier regard assez équilibrée et finalement plutôt logique. Sauf que lorsqu'on y regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate ? On va constater que sur Google Scholar, les résultats, eh bien 80% des réponses renvoyées par le moteur de recherche à la requête, sans garde, concernent des publications médicales sur le sujet du virus HIV. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, par un de ces hasards qui donnent tant de piquant à l'existence, c'est dans le pavillon des 100 gardes qu'occupaient les soldats lorsque la famille impériale était en résidence à Saint-Cloud, que s'est installé Louis Pasteur en 1884 pour abriter ses travaux sur la rage et plus largement sur les maladies infectieuses. Le bâtiment, désormais, il abrite un musée qui n'est actuellement pas ouvert au public et qui est consacré aux applications de la recherche de l'Institut Pasteur. Et c'est en mémoire de ce lieu et des recherches de Pasteur qu'une série de colloques internationaux sur les maladies infectieuses est appelée le colloque des 100 gardes. Revenons à nos 100 gardes. Le prestige est encore fort et se traduit à la fois par un véritable intérêt pour les pièces d'uniforme qui sont censées avoir appartenu aux 100 gardes. Mais dès 1894, on va constater une certaine commercialisation, exploitation commerciale de ces costumes qui auraient appartenu aux 100 gardes. Et finalement, on se rend compte que tout ce qui nous est présenté, des flammes de trompette, des cuirasses de salon, tout est bien reproduit, mais ce n'est pas authentique. Et encore actuellement, vous pouvez trouver ça
sur le marché. On retrouve aussi sur le web la conférence d'un historien local de Haute-Saône qui va présenter Nicolas Boudot comme ayant fait partie de l'escadron des 100 gardes sur la base d'une inscription sur sa tombe. Mais de Nicolas Boudot, dans la liste des 533 100 gardes établis par Albert Verly, on ne trouve pas son nom. Pareil pour Ernest Richard, dont un descendant dit qu'il semble que Ernest Richard ait rejoint une formation particulière, l'escadron des 100 gardes à cheval. Là aussi, pas d'Ernest Richard dans la liste. Alors naturellement, il peut toujours avoir des erreurs ou des omissions dans la liste, mais les deux que j'ai trouvés sur le net, les deux n'apparaissent pas dans la liste dressée par Verly. Au nombre des clins d'œil qui émaillent cette histoire, nous trouvons joli d'observer qu'après avoir été une abbaye, une caserne, un site militaire hébergeant le ministère des anciens combattants, le 37 rue de Bellechasse a finalement retrouvé le fastre et le lustre dont Napoléon III voulait que les 100 gardes soient l'incarnation. C'est aujourd'hui le siège social d'une entreprise que vous connaissez tous et qui elle aussi incarne d'une certaine façon l'élégance à la française, Yves Saint-Laurent. Et puis je ne résiste pas pour finir à faire un ultime clin d'œil à ma région de cœur, la Lorraine, et ce d'autant plus que l'anecdote est représentative de toute cette histoire que je viens de vous dérouler. En effet, puisque l'Est républicain d'avril 2021 se fait l'écho de la présence d'une pierre tombale au cimetière d'Amance, sur laquelle figure l'inscription suivante : Joseph Jacques, dernier des 100 gardes, 1834-1925. Mais le même historien local que nous évoquions tout à l'heure lors de la conférence autour d'un Nicolas Boudot, qui n'est peut-être pas 100 garde finalement, évoque également Joseph Jacques en faisant de lui un ressortissant de la Haute-Saône. Alors Joseph Jacques est-il lorrain ou franc-comtois ? Eh bien, les deux, mon capitaine, si vous me permettez l'expression. En effet, en étudiant la liste des 100 gardes établie par Albert Verly, il y a deux Joseph Jacques qui ont rejoint l'escadron. L'un est originaire de Bouzonville, donc en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine. C'est pas chez vous, ça va, c'est la Meurthe-et-Moselle. C'est en Moselle ? Pardon. Donc en Moselle, pardon. Donc, le beau fief de Bouzonville, en Moselle, en Lorraine, et un autre qui est originaire, en effet, de Haute-Saône. Pour conclure très rapidement, entre admiration et détestation, entre ironie mordante et critique acerbe, les 100 gardes ont, semble-t-il, toujours été tiraillés entre deux extrêmes, les contraintes d'un service exigeant d'un côté, les avantages d'une position privilégiée de l'autre. Certes, les 100 gardes, créés comme troupes d'élite présents au plus près de la famille impériale choisie pour leur prestance, sont entourés d'une aura de prestige. Pourtant, alors qu'il s'agit encore d'histoires assez proches, pour laquelle on pourrait penser disposer d'archives assez aisément consultables, force est de constater que rien n'est aussi simple. Pour la petite histoire, dernière petite histoire, le vicomte Lepic, dont on sait qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1840, officier en 1852, et commandeur en 1859, ne figure pas dans la base Léonore, donc la base Léonore qui est le système de recherche des personnes décorées de la Légion d'honneur. Et nous avons demandé au service de la Grande Chancellerie de lancer une enquête généalogique afin d'y remédier, mais ils nous ont prévenu que la démarche pourrait prendre plusieurs mois, voire une petite année. Pour le baron Verly et Joseph Laurent Desondes, s'ils sont évoqués dans différents articles à l'occasion d'expositions ou dans des publications à visée pédagogique, notamment le musée de l'armée, peu de travaux approfondis leur ont été consacrés qui permettraient de répondre aux questions soulevées et non corroborées. Mais probablement aussi d'en soulever des nouvelles. Peut-être alors faut-il nous donner rendez-vous dans quelques mois. Merci beaucoup de votre attention.